6 février 2023. Vous êtes bien sur la RTG. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Le Conseil national de la transition a un an d'existence. Ce 5 février, les conseillers nationaux ont passé en revue le bilan et les perspectives de l'an 1 de l'institution devant de nombreux invités. Et puis dans la région forestière, l'Union européenne, la France et l'Allemagne ont injecté 26 millions d'euros dans le projet d'appui au renforcement du système de santé PASA. Une évaluation du dit projet est en cours. Enfin, la journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines a été célébrée ce 6 février. Cette année, un accent particulier est mis sur l'implication des hommes et des garçons dans la dynamique de la promotion de l'abandon des MGF. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Très ravi de vous retrouver ce soir. Bienvenue dans ce journal qu'on entame par ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement régularise les factures DDG de la période de riposte économique à la crise sanitaire Covid-19, avril à décembre 2020. Dans le cadre de l'exécution du plan de riposte économique à la crise sanitaire Covid-19, le gouvernement avait pris des mesures d'atténuation des effets de la pandémie sur les populations. Pour l'électricité, le gouvernement s'était engagé à prendre en charge la partie sociale des factures DDG des clients d'avril à décembre 2020. La mesure concernait les consommations domestiques facturées de 90 à 293 francs guinéens par kilowattheure. Pour les consommations facturées à 336 francs guinéens par kilowattheure et plus, les factures n'étaient pas prises en charge. À la sortie de la période d'accompagnement de l'État, les clients ont sur leur facture des soldes relatifs à leur consommation non payée par l'État. Cela a provoqué des incompréhensions chez des abonnés qui ont trouvé leurs soldes injustifiés. En vue de régler définitivement cette situation et soulager le panier de la ménagère, le gouvernement, fidèle à la vision du CNRD sous le leadership de son président, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a décidé de payer l'intégralité des factures sources de discorde entre les DG et ses clients. L'engagement porte sur un montant total de 356 milliards 510 millions 579 837 francs guinéens. Le gouvernement précise clairement que seules les consommations impayées de la période prise en charge par l'État et qui continuent d'apparaître sur les factures actuellement émises sont concernées. Par ailleurs, en régularisant pour les populations les factures d'avril à décembre 2020, le gouvernement invite l'entreprise EDG à procéder au recouvrement intégral de toutes les autres factures impayées. Il invite également les citoyens clients d'EDG à faire preuve de civisme en s'acquittant régulièrement de leurs factures de consommation d'électricité. Signé le porte-parole du gouvernement. Je vous le disais dans les titres, le Conseil national de la transition a un an d'existence, une année d'exécution de plusieurs activités pour asseoir les bases réelles d'une transition réussie et apaisée. Le bilan et les perspectives de l'an 1 du CNT ont été passés en revue devant de nombreux invités venus d'autres pays et d'autres institutions, dont le Parlement de la CEDEAO. Compte rendu Abdoulaye Ningilande Diallo. Au pied du monument historique du 22 novembre 1970, les conseillers nationaux et leurs hôtes de marque se sont retrouvés pour célébrer l'an 1 de la mise en place du CNT. Le choix de ce site n'est pas fortuit, car ce monument marque la défaite de la tentative de coup d'État menée contre la Guinée par les troupes portugaises sous l'appellation Opération Mer Verte en 1970. Cette retrouvaille en ce lieu donc témoigne de l'attachement des autorités de la transition aux valeurs ancestrales de la République. Le CNT aura brillé durant cette première année de son exercice par l'adoption de plusieurs textes de loi, de ratification et de recommandations, ainsi que de missions de consultation des populations sur l'ensemble du territoire national. Vous avez un an. L'Assemblée législative de transition du Burkina Faso a à peine 3 mois. C'est dire que je viens en terre guinéenne apprendre. Et en quelques minutes, j'ai beaucoup appris. Je lisais tout à l'heure, la révolution est exigence. La transition n'en est pas moins.
nous devons tous écouter nos peuples. Les nouvelles pages de l'histoire glorieuse de nos deux pays sont en train d'être écrites et nous l'écrirons ensemble en lettres d'or de la plus belle manière parce que nous sommes convaincus que c'est un devoir générationnel. Nous sommes des frères et nous le resterons parce que nous avons un destin commun. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, nous vous apportons le salut fraternel et chaleureux du président de la transition malienne, son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Depuis son indépendance, la Guinée a hissé haut le tricolore national dans le concert des nations africaines et sur la scène internationale. En cette période de transition, les pays frères et amis de la Guinée, à travers leur représentation nationale, se sont engagés à accompagner les autorités pour la réussite de cette phase historique. Conakry, la capitale de la Guinée, ces pays frères, porte ce jour les couleurs de la communauté parlementaire ouest-africaine, puisque la présente rencontre signifie ouverture sur le monde et enrichissement mutuel. Considérez que vous avez les représentants des 15 États membres de la communauté. Le Conseil national de transition du Tchad peut se réjouir de compter votre institution parmi ses partenaires privilégiés avec lesquels il entend entretenir une coopération dynamique, multiforme et garantissant des avantages mutuels. Notre volonté est de développer cette coopération et notre ferme désir est de diversifier nos échanges. Devant les invités, Dr Dansakourouma a appelé les Guinéens de toutes les sensibilités sociopolitiques à l'unisson en vue de bâtir une Guinée forte et prospère. Je voudrais, en votre nom, honorable conseiller, chers collègues, d'abord saluer cordialement cette présence qualitative et quantitative de toutes ces hautes personnalités qui partagent comme nous le plaisir de cette cérémonie. Ensuite, de remercier chaleureusement pour cette marque éloquente d'amitié et de fraternité. Je profite de l'opportunité de la solennité de ces instants pour renouveler l'appel fraternel et pressant lancé à toutes les forces vives de la nation, en particulier aux acteurs de la classe politique et de la société civile, ayant jusqu'ici exprimé des réserves et préalables de rejoindre le cadre permanent de dialogue institué par décret de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, afin qu'armés de bonne foi, collégialement et dans la sérénité citoyenne, nous trouvions ensemble et inclusivement les réponses pertinentes aux questions que soulèvent les réserves et préalables. En termes de perspective, le CNT se propose dans les jours à venir d'organiser un débat d'orientation constitutionnelle devant aboutir à la rédaction de la nouvelle constitution qui sera soumise au référendum pour son adoption par le peuple de Guinée. Le Premier ministre poursuit sa mission dans la région de Bokeh. Hier dimanche, Dr Bernard Goumou et sa suite ont fait un tour sur les chantiers de construction de la route Bokeh-Kebo, distante de 135 km dans la région urbaine. Ils sont allés voir l'état d'avancement des travaux, la qualité des ouvrages, l'évolution financière et surtout l'impact sur les populations de plus en plus exigeantes. Adi Kamara, compte rendu. Le Premier ministre est à Bofa. Dr Bernard Goumou vient visiter les travaux d'aménagement du sanctuaire marial de Bofa, dont les travaux ont débuté en 2012. Il est prévu la construction d'une église, un centre d'accueil des missionnaires et une école paroissiale. La première phase est composée de gradins que vous voyez derrière moi. Et ensuite, il y avait la grande sacristie, l'hôtel à réaliser et 5 blocs de toilettes pour les pèlerins, ici à Sanctuaire Marial de Bofa. La deuxième phase, par contre, était composée d'une église de 2500 places à réaliser, une école, un centre d'accueil, un centre de documentation, 3 villas à réaliser et des confessionnaux pour les pèlerins. Depuis le 5 septembre 2021,
le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a inscrit l'amélioration des conditions de vie des populations au cœur de son action fondée sur des valeurs bâties autour d'une vision qui transcende les générations. Le président de la transition a instruit que le sanctuaire soit préparé pour le pèlerinage du mois d'avril qui arrive à très grands pas. Et donc aujourd'hui, vous avez pu constater avec l'ensemble des équipes présentes à l'entreprise qui exécute les travaux, le bureau de supervision, que les travaux avancent, même s'il y a eu des retards. Mais au niveau de l'État, les instructions ont été respectées à la lettre. Les paiements ont été entièrement effectués aujourd'hui à date. Donc c'est le suivi de l'exécution du projet qui est assuré par l'administration de contrôle des grands projets et la direction générale du contrôle des marchés publics. Servir la Guinée, c'est avant tout faire le choix de veiller sur ses intérêts. C'est dans ce sens que le Premier ministre œuvre à réaliser, conformément aux orientations du chef de l'État, président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, les aspirations des populations à travers cette série de visites dans la région de Boké. Ici, nous sommes au siège de Chalco, installé en Guinée en 2018 avec une production annuelle de 12 millions de tonnes. Et Chalco, Guinée accompagnée, compte construire une raffinerie en Guinée. Déjà, elle a investi 10 millions de dollars américains. À Chalco, il était question de venir rappeler le respect des engagements de l'accord cadre avec les Chinois, mais aussi rappeler aux entreprises chinoises, notamment Chalco, que la Guinée aussi est actionnaire dans Chalco et que c'est une entreprise publique qui appartient au portefeuille de l'État. Les rappeler à la tenue régulière des conseils d'administration qui nous permettent en amont de régler les problèmes sociétals qui se posent aujourd'hui à Chalco. Tout le temps, on entend que les sites sont bloqués. Si le conseil d'administration se tenait régulièrement, on aurait pu régler en amont ces problèmes de blocage du site, mais aussi les problèmes d'aménagement qui doivent se faire au niveau agricole pour les communautés villageoises, les conditions de vie à améliorer par rapport aux travailleurs nationaux. Le Premier ministre a passé le message du président de la transition par rapport à cela et c'est ce qui justifie notre présence ici aujourd'hui. Le marathon se poursuit. Dr Bernard Goumou fait don de soi avec son équipe gouvernementale dans le cadre du contrôle régulier des chantiers mis en place par le CNRD. Le programme d'enseignement général guinéen vieux de plusieurs décennies va être révisé. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire est soutenu par ses partenaires techniques et financiers. Déjà, une formation technique d'un cadre d'orientation sur la réécriture des programmes est en cours. Objectif, adapté à la réalité, les programmes de l'élémentaire au secondaire. Abdelaziz Baldi. À l'orée de la révision des programmes en Guinée, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et ses partenaires multiplient les réunions techniques et les formations des cadres du département. Avec l'appui de l'Agence française de développement et du Bureau international d'éducation de l'UNESCO, les services techniques comptent produire un cadre d'orientation devant aboutir à la révision des programmes adaptés aux nouvelles réalités. La démarche méthodologique, le préalable à l'écriture de ces programmes, c'est d'abord de mettre en place ce qu'on parle de COC, le cadre d'orientation curriculaire. C'est ce cadre qui nous permettra de redéfinir les finalités d'éducation, les profils de sortie, les compétences à faire acquérir par les élèves et à définir les contenus en lien avec ces compétences-là. Et le travail a commencé aujourd'hui par le renforcement des capacités des cadres de l'INRAP. Et suite à cela, on va se lancer, après le COC, dans le processus de réécriture des programmes guinéens. Vieux de plus de 2 décennies, les programmes d'enseignement général en Guinée sont presque obsolètes. Dans moins de 10 mois, ces cadres, avec l'accompagnement des partenaires, doivent produire pour le système éducatif guinéen un guide de référence. Puis les indépendances, il y a des programmes qui n'ont pas changé. Alors que le monde a évolué, le monde a changé, il est important que nous puissions adapter nos programmes au nouveau contexte et à travers des formations qui aient un sens pour les bénéficiaires. Ce travail qui démarre aujourd'hui va aboutir donc à un document qui définit exactement toutes les stratégies qui vont permettre
à nos enseignants d'enseigner, mais toutes les stratégies qui vont nous dire aussi quels sont les éléments qui vont être enseignés dans les classes. Ces experts étrangers comptent apporter toute leur expertise à la Guinée pour poser les jalons d'un programme d'enseignement-apprentissage réactualisé pour tous les cycles d'enseignement. Dans l'actualité également, vulgarisation des 45 recommandations issues des assises nationales. Les membres du comité national des assises et du comité technique devant se rendre dans les 333 sous-préfectures du pays sont outillés sur les techniques appropriées. Ousmane Bangoura. C'est pour mieux permettre aux citoyens de l'arrière-pays de s'imprégner des conclusions fournies par le comité national des assises que s'est tenue cette rencontre d'échange et de partage d'expériences. Ainsi, une mission du dit comité devant se rendre dans le pays profond est déjà outillée sur les techniques appropriées afin de vulgariser facilement les 45 recommandations à travers tout le pays. La vérité, la réconciliation, le pardon, la réparation, les excuses, je pense que ce sont des phénomènes qui vont nous aider à apaiser ce pays parce que nous avons intérêt à ce que ce pays-là se réconcilie avec lui-même. C'est un devoir citoyen, une obligation. Nous avons eu la chance d'être choisis pour imprimer une tâche ou une note dans l'histoire de notre pays à travers les assises nationales. Donc c'est vraiment une fierté pour moi de faire partie de l'équipe qui va aller pour permettre à chaque Guinéen d'apprendre effectivement ce qui a été dit pendant les assises nationales. La maîtrise des notions liées à la bonne vulgarisation du contenu de ce document par les membres du comité technique des assises nationales est fondamentale. C'est un programme qui est absolument bouclé, tout est fait ici, nous allons avec ces outils, nous savons déjà ce qu'on va faire là-bas. Pendant les 10 jours, on a fait un programme détaillé de tout ce qui va se passer sur le terrain. La porte-parole des facilitatrices, Dr Makale Traoré, a invité les membres du comité à faire preuve d'efficacité sur terrain. Cette appropriation porte sur un ensemble d'éléments pour que le travail, la mission sur le terrain se déroule très bien au travers de TDR, au travers de méthodologie. Et puis les équipes, en principe, bougent de Conakry dans les 72 heures au plus tard. Des recommandations urgentes de la vérité, de la justice, de la réparation ou encore des réformes institutionnelles figurent au premier rang des 45 recommandations des assises nationales. Transition, mécanismes électoraux et retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Le programme d'appui à la transition et au processus électoraux est lancé. Il a coûté 15 millions de dollars et vise à impliquer davantage les institutions électorales dans la promotion de la gouvernance démocratique en améliorant la connaissance des droits et des devoirs des citoyens. Reportage Djene Yansani. En Guinée, le programme d'appui à la transition et au processus électoral STEP vient d'être lancé par les différentes parties prenantes. Cette rencontre qui regroupe essentiellement les institutions de la transition, notamment le ministère de l'administration du territoire, le Conseil national de la transition et les partenaires s'inscrit dans cette dynamique. Élaboré à travers une consultation inclusive, ce programme se voit comme une boussole qui va améliorer la compréhension des citoyens sur leur participation aux prochaines échéances électorales en faveur d'un meilleur retour constitutionnel en Guinée. Mon souhait particulier, c'est que ce projet puisse réussir, puisse avoir un impact vraiment positif dans l'engagement des Guinéens et des Guinéennes dans le processus de démocratisation du pays. L'objectif global de ce projet, c'est de ramener la Guinée à un régime démocratique à travers le retour à l'ordre constitutionnel pour soutenir une stabilité accrue dans le pays et la sous-région. Le programme quadriennal va poursuivre sur 2 objectifs spécifiques. Financé à hauteur de 15 millions de dollars, ce projet qui s'étend sur 4 ans est piloté sur le terrain par NDI et IFES sous financement de l'USAID. Il compte aussi appuyer les médias du pays pour les responsabiliser dans la communication en faveur de la promotion de la démocratie et de la culture de la paix. Nous continuerons à soutenir les aspirations du peuple guinéen à un gouvernement démocratique et responsable qui protège les libertés fondamentales et donne la parole aux Guinéens. Nous sommes en période de transition en Guinée
et qui parle de transition parle de retour à l'ordre constitutionnel. Donc ce projet dont la cérémonie de lancement nous réunit ce matin permettra d'appuyer d'abord non seulement au niveau des médias, au niveau du Conseil national de la transition, il apportera un appui qui permettra à cet organe législatif de pouvoir se doter d'expertise en termes juridiques. Avec les partenaires privilégiés, ces nouvelles autorités comptent restaurer l'ordre constitutionnel fiable, d'où la mise en place de ce programme pilote STEP. Et puis vers le jugement de Dr Kassori Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyegui Lavogui, au terme du travail des magistrats instructeurs, ces inculpés sont envoyés devant la chambre des jugements pour détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux, complicité et autres. C'est le procureur spécial près la CRIEF qui l'a annoncé ce lundi. Ali Touré est au micro de Tcherna Younoussaba. Saisi depuis le 7 avril 2022, la Chambre de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières a procédé aux investigations nécessaires dans les procédures suivies contre M. Ibrahima Kassori Fofana, Mohamed Diané et M. Oyegui Lavogui. Après les investigations poussées, la Chambre a abouti au règlement définitif de cette affaire en entreprenant les 30 et 31 janvier 2023 des ordonnances de renvoi devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la chambre, après avoir vérifié les dossiers, les charges qui pèsent contre les différents inculpés, la chambre a jugé nécessaire que ce sont des personnes qui méritent d'être jugées devant la chambre de jugement pour les faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité. Donc dans les jours à venir, ces audiences vont s'ouvrir à la CRIEF. Il faut distinguer les deux procédures. La procédure qui est pendante devant la Cour suprême est une procédure de forme au niveau justement de la liberté. Ça ne touche pas le fond, c'est la gestion de la détention qui est déférée devant la Cour suprême. L'appel qu'ils ont interjeté des ordonnances, c'est un appel sans objet parce que la loi dit qu'ils n'ont aucun droit, qu'ils n'ont pas le droit de faire appel des ordonnances de clôture. 4e édition du comité de pilotage du projet de mobilité et de connectivité rurale du ministère de l'Agriculture. Il est question de corriger tous les dysfonctionnements pour améliorer le taux de décaissement et faciliter les travaux de désenclavement de plus de 800 km de pistes rurales. Fodé Camara. Le projet de mobilité et de connectivité rurale a du mal à combler les attentes. En ce mois de février 2023, le taux de décaissement reste très faible, de l'ordre de 15%. Aujourd'hui, il ne reste que 17 mois avant la clôture de cet ambitieux projet en juin 2024. Voilà pourquoi la feuille de route de la 4e session du comité de pilotage de ce projet de fluidité du trafic est de donner un coup d'accélérateur à ce vaste chantier de désenclavement avant les grandes pluies. Et c'est dommage qu'à cette date, le projet présente un taux d'exécution physique de 5% après 2019, date de démarrage, et 15% de taux de décaissement. Nous trouvons que c'est très très bas. La recommandation première est que ce projet doit mettre beaucoup d'efforts pour remonter la pente. Un budget annuel de 17 millions de dollars est déjà ficelé. À cela s'ajoute un plan de travail dont les contours sont redéfinis par les membres statutaires du comité de pilotage, avec pour principale feuille de route bâtir très vite un réseau durable de pistes rurales de 800 km pour désenclaver les périmètres de production de 8 préfectures ciblées dans 3 régions. Le projet de mobilité et de connectivité rurale, c'est un projet qui a grosso modo 70% des temps consommés et avec 15% du taux de décaissement. Et le taux d'exécution physique est à 5%. On a essayé de bâtir un PTBA à la fois ambitieux, mais réaliste et réalisable qui va nous permettre en cette fin d'année, durant le cours de l'année, de réaliser au moins 600 km sur les 745 km restants et 4
grands ponts, des ouvrages de franchissement qui vont permettre de désenclaver les zones de production. D'une enveloppe de 40 millions de dollars, le projet de mobilité et de connectivité rurale a pour mission d'installer un réseau fonctionnel d'infrastructures rurales de transport pour faciliter l'écoulement des produits agricoles vers le marché. Deuxième titre de ce journal, évaluation du projet d'appui au renforcement du système de santé dans la région forestière, plus les préfectures de Kérouane et Kissidougou. Ce projet est cofinancé par l'Union européenne, la France et l'Allemagne à hauteur de 26 millions d'euros et mis en œuvre par la GIZ et l'expertise France RTG Zérékoré, lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo, Mohamed Saliou Paye. L'hôpital régional de Zérékoré, l'un des principaux bénéficiaires du projet d'appui au renforcement du système de santé PASA 2 en région forestière. Si l'accent est particulièrement mis sur la santé maternelle, néonatale et infantile dans cet établissement, force est de constater que tous les indicateurs sont ouverts grâce au monitorage amélioré introduit par le projet. Si le monitorage classique donne des chiffres bruts, le monitorage amélioré donne le processus, c'est-à-dire que quel est le chemin qu'on a emprunté pour aboutir à ces résultats. Tout de suite, ça améliore tous les indicateurs de l'hôpital. Les services de maternité des hôpitaux préfectoraux de Massanta, Beila et de Guékédou bénéficient aussi de la rénovation, de l'extension et d'équipements. Avant la réception des travaux prévus pour fin février, les responsables sollicitent une remise à niveau sur l'utilisation des équipements de pointe en cours d'installation. Les équipements qu'ils nous ont donnés, tous ces électriques, il n'y a pas de formation. Il faut qu'il y ait une formation qui accompagne. Parce que quand tu travailles sur le matériel, il faut que vous y connaissiez. Mais si vous ne connaissez pas, ça va aussi poser des problèmes. Outre ces hôpitaux préfectoraux dans la région administrative de Zérékoré, 15 centres de santé de normes internationales sont en phase d'achèvement dans la zone d'intervention du PASA 2, à l'image de ces chantiers des centres de santé de Lola, Palais ou encore de Orémé. On est très satisfait du travail qu'on a trouvé réalisé. On remercie l'équipe d'Expertise France parce qu'on trouve qu'ils ont fait un travail très sérieux. Des responsables de la direction préfectorale, de la direction régionale, qui ont participé activement pour accompagner les équipes, faire le contrôle le jour. Le seul constat amer sur le terrain est l'achèvement des chantiers du PASA 1 en souffrance depuis plusieurs années. L'humanité a célébré le 4 février la journée mondiale de lutte contre le cancer, une occasion saisie par les acteurs pour s'engager dans la sensibilisation et l'information sur la maladie et son taux de prévalence. Cette année, la célébration est marquée en Guinée par la création d'une ligue guinéenne de lutte contre le cancer pour plus d'action dans le combat. Adia Toubari, reportage. La façade du bâtiment principal de l'université Gamal, illuminé par l'insigne de la lutte contre le cancer. Le symbole annonce les couleurs de l'engagement de ces acteurs dans le combat contre la maladie, encore en hausse en Guinée. 7860 nouvelles infections de toutes les formes de cancer sont recensées chaque année dans le pays. Et le cancer du col de l'utérus occupe la première place. Autant l'incidence augmente, autant la mortalité augmente de plus de 30%. L'incidence est autour de 36% et la mortalité autour de 33%. Donc depuis un certain moment, on assiste à une augmentation du nombre de cas et du nombre de décès dans notre pays. La célébration de la Journée mondiale de la lutte contre le cancer consiste à informer les populations sur les signes favorisant la pathologie, les moyens de prise en charge et surtout de la prévention de la maladie. L'un des freins majeurs de la lutte contre la maladie, c'est surtout l'ignorance de la population, l'ignorance même de ceux qui se disent instruits. Donc il faut vraiment qu'on élargisse la sensibilisation, l'information et la sensibilisation de la population dans les langues locales. Pour aboutir à la réduction de l'incidence de la maladie, une nouvelle piste est explorée cette année.
Il s'agit de l'implication de la société civile avec la création de la Ligue guinéenne de lutte contre le cancer. Notre objectif n'est pas seulement d'appuyer le programme, c'est aussi faire des levées de fonds et faire des plaidoyers afin que les malades qui souffrent de cancer en Guinée puissent avoir, au fait, si vous voulez, un accompagnement un peu plus sain. Notre lutte aujourd'hui, c'est de tout faire pour qu'il n'y ait plus d'évacuation sanitaire liée au cancer. C'est pourquoi nous sommes en train d'appuyer les structures, non seulement dans le cadre de la formation, mais aussi sensibiliser les autres partenaires pour qu'il y ait des équipements que les populations vont chercher dans les autres pays. La célébration de cette année coïncide avec la mise en place du programme national de lutte contre le cancer. La structure est chargée de mener des actions en matière d'accessibilité aux médicaments anticancéreux et d'introduction du vaccin contre le virus de papilloma humain, responsable du cancer du col de l'utérus. Ce 6 février également a été célébrée la journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. En Guinée, c'est l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia qui a servi de cadre à la cérémonie. Cette année, un accent particulier est mis sur l'implication des hommes et des garçons dans la dynamique de la promotion de l'abandon des MGF. Mohamed De Camara pour les détails. Le taux de prévalence aux mutilations génitales féminines passe de 97% il y a quelques années à 94,5% selon le dernier recensement démographique et de santé de 2018. Une baisse encourageante mais loin d'atteindre les objectifs du plan stratégique. La journée tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, elle est importante parce que nous devons, à la suite de l'engagement du chef de l'État, contribuer, accompagner et soutenir la promotion, la protection des droits des femmes et des filles. Le Parlement des enfants de Guinée perçoit la pratique des MGF que certains présenteurs culturels rendent encore tenace, comme un véritable défi à relever. Et c'est tous ensemble, avec vous, parents, autorités, milieux universitaires et scientifiques, partenaires, que nous parviendrons à le relever. Dans une synergie d'action, gouvernements, partenaires et acteurs de terrain unissent leurs efforts pour mettre fin au fléau à l'horizon 22-30. Cette journée offre l'occasion à tous les acteurs de changement, que ce soit du gouvernement, partenaires au développement, Nations Unies, société civile, etc., de sensibiliser et de réitérer les engagements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, une pratique évidemment néfaste, comme nous l'avons entendu précédemment, inacceptable et une violation des droits des filles et des droits humains et des femmes. Depuis mon arrivée en Guinée, je constate les efforts qui sont déployés et notamment la courageuse interdiction par la loi de cette pratique. Le gouvernement guinéen fait de la promotion d'abandon des violences faites aux femmes et aux filles une priorité. La présence du ministre des Affaires étrangères qui représentait le Premier ministre à la cérémonie matérialise cette volonté. Donc c'est un gouvernement qui est fortement engagé dans la défense des femmes et des filles. Vous le savez, vous avez vu tout ce que le président de la transition fait pour les femmes. Voilà, donc nous sommes à ce niveau-là et nous allons mettre en pratique à travers le ministère de la Promotion féminine ce désir du chef de l'État de faire porter haut les femmes et les filles. La pratique des mutilations génitales féminines touche 200 millions de femmes et filles dans le monde. Selon les mêmes études, chaque année, environ 3 millions de filles courent le risque de subir cette pratique à l'échelle planétaire. Faute de financement, les travaux de construction des infrastructures au marché de la Bellevue sont aux arrêts, mais bonne nouvelle pour la mairie de Dixine et les femmes de la Bellevue, l'Union européenne s'engage pour l'achèvement des travaux de ce marché. Moussa Bangoura. L'ambassadrice de l'Union européenne au contact des femmes marchandes du marché de la Bellevue, commune de Dixine. La diplomate de la communauté européenne vient s'enquérir des activités quotidiennes de ces femmes, mais également évaluer le chantier de construction de forages, de magasins et du hangar
Je vois que c'est encore en construction, il a le marché qui marche déjà, il aura le marché qui va être élargi, c'est une excellente chose. Je suis contente qu'il a des infrastructures basiques comme le forage, on m'a parlé aussi de construction des toilettes, tout ça, c'est très nécessaire. Une satisfaction pour ces femmes marchandes de la Bellevue et les autorités communales de Dixine. À travers cette visite de terrain, des plaidoyers sont formulés pour l'achèvement des travaux, arrêtés pour faute de financement. Ça nous reconforte effectivement, y compris le marché lui-même et le quartier dans son ensemble. En Afrique avait passé, qui a procédé à des mesures, il y a ça. À travers l'Union européenne, ils peuvent venir comme rescousse à la mairie de la commune de Dixine. D'après ces propos, ils ont des projets quand même pour l'autonomisation des femmes, ça c'est déjà beaucoup. Et il faudrait qu'on aide les femmes. Donc elle a promis, au nom de toutes les femmes d'ailleurs qui ont dit qu'elle déjà, elle fait partie du marché de la Bellevue. Avec ce projet d'intérêt public, les citoyens de la Bellevue tendent la main à d'autres partenaires techniques, en plus de l'apport de l'Union européenne, en vue d'aider la mairie à pouvoir réaliser plusieurs infrastructures communautaires. Session 2022 du comité de pilotage du projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à la formalisation des entreprises. Ce projet qui bénéficie du soutien financier de la Banque africaine de développement a passé en revue l'ensemble des activités réalisées courant 2022. Mamadi Gassama. Après une année d'exercice, les membres du comité de pilotage du projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à la formalisation des entreprises tiennent leur session. L'exercice consiste à faire le point sur l'ensemble des activités courant 2022, déceler les goulots d'étranglement, en même temps proposer les pistes de solutions pour une mise en œuvre correcte des recommandations issues des précédentes sessions. Ces régies ont besoin d'avoir un cadre de gouvernance renforcé. Ces régies ont besoin de disposer des moyens logistiques et matériels. Ces régies ont aussi besoin des ressources humaines de qualité. Et c'est en cela que ce projet est extrêmement important parce qu'il contribue justement à renforcer les capacités de ces régies en vue de l'atteinte des objectifs de mobilisation des recettes qui leur sont assignés pour pouvoir, disons, faciliter la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de notre développement et qui concourent naturellement à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Au cours de cette session de revue de performance, des recommandations sont formulées et quelques points d'attention relevés. Les partenaires qui sont les services bénéficiaires de ce projet ont formulé des recommandations et relevé des observations. Nous allons, au titre de l'exercice 2023, en tenir compte à travers un plan d'action très ambitieux que nous allons mettre en place et pour prendre en compte l'ensemble de ces préoccupations. Le projet d'appui à la mobilisation des ressources internes fait partie des réformes structurelles mises en place par le gouvernement pour soutenir le cadre macroéconomique et la gouvernance financière en Guinée. Séjour de travail à Conakry des évêques de la conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest, CERAO. Sur 30 annoncés, 21 évêques sont revenus en Guinée. Hier dimanche, ils ont célébré la messe avec des messages d'unité et de réconciliation. Ils ont également plaidé pour plus d'efforts dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Saint-Martin Fancinadou. Une procession impressionnante du clergé retient les attentions. Dans les rangs, les évêques de la CERAO, conférence épiscopale des évêques réunis de l'Afrique de l'Ouest. À cette messe, 21 évêques sur 30 annoncés et une trentaine de prêtres prennent part à la célébration. Célébration présidée par Monseigneur Alexis Touabli, président des CERAO. L'Eucharistie du jour est axée sur des messages d'unité, de paix, d'amour et de lutte contre toute forme de discrimination. C'est d'abord Jésus-Christ lui-même qui est sel de la terre et lumière du monde. En ce sens que c'est lui qui donne goût et saveur à la vie de l'homme. Nous avons la charge, l'obligation de donner goût et saveur à la vie. Devant le peuple catholique,
Le Conseil permanent des conférences épiscopales plaide pour l'implication des pouvoirs publics, de l'Église catholique, de la communauté internationale et des ONG dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest afin de parvenir à un monde nouveau, débarrassé de haine, de guerre et de mépris pour l'autre. À la création de l'initiative Paix au Sahel, les pères évêques ont lancé un appel pressant, d'abord au pouvoir public, à faire de la protection des populations la priorité des priorités, à promouvoir la bonne gouvernance, à traduire par des actes concrets la lutte contre la corruption et la juste répartition des richesses. Aux leaders des communautés religieuses, à éduquer au respect de la vie humaine, à préserver la liberté religieuse, les valeurs humaines et spirituelles communes à tous les hommes créés par Dieu et à promouvoir le dialogue interreligieux. Le message est fort d'enseignement. Les fidèles catholiques voient en ces évêques de la CERAO l'image d'une église forte et unie pour poursuivre les œuvres d'évangélisation et la promotion humaine. Leur présence en Guinée nous réconforte et nous donne beaucoup plus d'espoir à aller de l'avant dans la foi en Jésus-Christ. Nous savons que le terrorisme fait fléau à travers le monde entier et surtout en Afrique, à l'Afrique de l'Ouest, par-dessus le marché. Nous voudrions sensibiliser, nous les mamans, parce que les terroristes, ils ne sont pas descendus du ciel, ils sont nés des familles, que les familles puissent les sensibiliser vraiment pour cesser de faire ces choses-là. Ayant en commun la charge épiscopale de l'Église catholique ouest-africaine, les évêques de la CERAO invitent les fidèles de tous les pays à fédérer les efforts pour que la foi prospère dans la sous-région. Enfin, culture, pour vous parler de la fête chinoise des lanternes, prolongation du nouvel an du calendrier chinois, une civilisation ancrée dans la tradition qui permet aux Chinois de se retrouver en communauté pour célébrer ensemble et regarder dans la même direction. Fodé Camara, Marwan Camara. Avec sa parade féerique, la fête des lanternes est célébrée à travers le monde par la communauté chinoise. Des festivités marquées par des promenades dès la tombée de la nuit avec une lanterne à main. Une histoire qui prouve l'attachement indéfectible du peuple de l'Empire du Milieu à ses valeurs traditionnelles tirées d'une civilisation millénaire. La Chine, c'est un pays très ancien qui a une histoire de 5000 ans. Donc ça, c'est vraiment une grande fête traditionnelle chinoise pour un nouvel an. Voilà. Parce que le nouvel an commence par le 1er janvier, mais c'est calendrier chinois. Voilà. Donc c'est le calendrier lunaire. Donc ça, c'est la première fête pour le nouvel an. Voilà. Pour cette année, c'est le nouvel an du lapin. À Conakry, si loin, si proche de la mère patrie, la communauté chinoise s'est reconnectée à ces festivités du 15e jour du premier mois lunaire du calendrier chinois. De grandes retrouvailles familiales managées par l'association des ressortissants chinois vivant en Guinée. Plus de 15 ans de vie associative guidée par des valeurs d'entraide mutuelle. En fait, pour les Chinois, il y a parfois des difficultés au cours de lancer leur activité. Donc, notre association, ça peut fournir ou ça peut créer une plateforme de communication entre toutes les entreprises. Par exemple, s'il y a une entreprise qui a eu des problèmes, mais il ne peut pas régler lui-même. Donc, il peut grâce à cette association, il peut communiquer avec d'autres entreprises. On peut régler le problème ensemble. La fête des lanternes, encore appelée Fête des Lumières, est un festival qui vient boucler les festivités du Nouvel An chinois. Également baptisée Fête du Printemps, la fête du Nouvel An chinois était à l'origine une fête agricole permettant notamment aux paysans d'observer le rythme des saisons pour mieux accueillir le printemps.
revient sur ce communiqué du gouvernement guinéen. Le gouvernement régularise les factures des DG de la période de riposte économique à la crise sanitaire Covid-19, avril à décembre 2020. Dans le cadre de l'exécution du plan de riposte économique à la crise sanitaire Covid-19, le gouvernement avait pris des mesures d'atténuation des effets de la pandémie sur les populations. Pour l'électricité, le gouvernement s'était engagé à prendre en charge la partie sociale des factures DDG des clients d'avril à décembre 2020. La mesure concernait les consommations domestiques facturées de 90 à 293 francs guinéens par kilowattheure. Pour les consommations facturées à 336 francs guinéens par kilowattheure et plus, les factures n'étaient pas prises en charge. À la sortie de la période d'accompagnement de l'État, les clients ont sur leur facture des soldes relatifs à leur consommation non payée par l'État. Cela a provoqué des incompréhensions chez des abonnés qui ont trouvé leurs soldes injustifiés. En vue de régler définitivement cette situation et soulager le panier de la ménagère, le gouvernement, fidèle à la vision du CNRD et sous le leadership de son président, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a décidé de payer l'intégralité des factures, source de discorde entre les DG et ses clients. L'engagement porte sur un montant total de 356 milliards 510 millions 579 837 francs guinéens. Le gouvernement précise clairement que seules les consommations impayées de la période prise en charge par l'État et qui continuent d'apparaître sur les factures actuellement émises sont concernées. Par ailleurs, en régularisant pour les populations les factures d'avril à décembre 2020, le gouvernement invite l'entreprise et DG à procéder au recouvrement intégral de toutes les autres factures impayées. Il invite également les citoyens clients des DG à faire preuve de civisme en s'acquittant régulièrement de leurs factures de consommation d'électricité. Le porte-parole du gouvernement. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.